Cette vidéo est sponsorisée par Oli, on en parle juste après ça. En 1999, à Silverstone, il s'est passé quelque chose de grave. Quant au premier tour, Michael Schumacher découvrait avec effroi que ses freins ne répondaient plus. Un accident terrible où l'Allemand et Ferrari auraient pu tout perdre. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Avant de nous plonger dans l'histoire de Silverstone 1999, laissez-moi vous parler de Oli. Oli, boisson en poudre, plusieurs saveurs, beaucoup d'avantages et surtout, c'est bon. Oui, j'essaie de varier les présentations. Chez Oli, vous avez donc 4 gammes de produits entre les énergies, les Iced Tea, hydration et milkshake. Si les énergies sont au final les produits phares de la marque, pendant l'été, je dois dire que j'ai un faible pour les Iced Tea qui donnent un petit coup de frais. Puis avec quelques glaçons dans le shaker, on passe un bon moment. Je vais donc vous recommander les Iced Tea. Afin de ne pas passer à côté de votre saveur référence, je vous invite à tester les packs découvertes. Ces packs sont d'ailleurs disponibles pour les hydrations et les énergies. Puis, comme je vous ai dit, Oli se met très souvent à jour, et ce mois-ci n'y fait pas exception. Dites bonjour au Capybara Colada. Ananas, noix de coco. Je suis sûr que certains sont déjà séduits. Servez-vous du lien en description, ainsi que des codes promotionnels, le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande, et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, et on débute notre récit sur Silverstone 1999 et du comeback de Michael Schumacher. Silverstone, c'est la maison de la Formule 1, le circuit du premier Grand Prix du championnat du monde, présent sans interruption depuis 1987 et qui, à chaque fois ou presque, nous offre de très belles courses. Un circuit qui parvient à associer parfaitement plaisir de pilotage et spectacle en piste, et parmi les 59 Grands Prix tenus, il y avait le choix pour parler d'une édition marquante. Mais j'ai donc choisi 1999. Silverstone 1999, c'est l'histoire d'une frayeur, mais aussi l'histoire d'un comeback et d'une lutte au titre parfois décousue. Remontons un petit peu dans le temps. Michael Schumacher est arrivé en Formule 1 lors du Grand Prix de Belgique 1991 et a de suite impressionné les observateurs. Venu un petit peu de nulle part, cet Allemand a fait bouger les choses et a très vite rejoint Benetton. Une arrivée qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Avec Benetton, Michael Schumacher s'est révélé en jouant une trouble faite au devant de la scène, prenant très vite ses premiers podiums et sa première victoire en 1992. À ce moment-là, Benetton n'était qu'un outsider face aux intouchables Williams-Renault. McLaren était prenable, mais était de gros adversaires, surtout avec Senna au volant. Quant à Ferrari, c'était la crise, on y reviendra. Schumacher s'est donc distingué par un coup de volant extra, une attitude marquée hors de la piste et surtout, il n'avait pas peur de se frotter aux meilleurs. L'un dans l'autre, Michael s'est placé en carte d'avenir. En 1993, Benetton continuait de se renforcer et après une première partie de saison décevante, ils sont devenus les meilleurs des autres derrière les Williams, et en 1994, l'écurie d'Enston et Schumacher jouaient le titre mondial. Une conquête particulière et controversée entre polémiques sur la légalité de la voiture, drame d'Imola, disqualification et dénouement assez sombre, contrebalancé par une maîtrise des éléments et des performances ahurissantes. Au final, pour sa 3e année complète, Michael Schumacher devenait champion du monde de Formule 1, avant de doubler la mise en 1995 sans contestation. Michael est devenu le visage de la Formule 1 et tout le monde le voulait. Benetton voulait le garder, McLaren le voulait, Williams le voulait et Ferrari le voulait. Ferrari qui, après avoir touché le fond au début de la décennie, se restructurait peu à peu sous l'impulsion de Jean Todt, débarqué en 1993. Le Français a repris en main la Scuderia et les premiers effets ont été visibles assez vite, retrouvant la victoire en 1994 et 1995. Mais les Rouges devaient passer un cap, se renforcer sur le plan technique et renouveler sa paire de pilotes. Pour Todt, avoir le meilleur de la grille était essentiel. Il lui fallait donc Schumacher, et l'Allemand a accepté ce défi de rejoindre Maranello, renonçant donc dans l'immédiat à un 3e titre mondial. Ferrari court après depuis plus de 10 ans, voire presque 20 ans. Le dernier titre constructeur remontant en 1983 et le dernier titre pilote à 1979 avec Jody Scheckter. Au travail.
Avec Schumacher, Jean Todt recrute Eddie Irvine. Le Nord-Irlandais est un bon pilote, mais face à l'Allemand, il y a tout de même une classe d'écart et signe un contrat de numéro 1 bis. Officiellement, il a les mêmes chances que son voisin de garage. Dans les faits, c'est le numéro 2. Sur la piste et dans l'attitude, Schumacher est le leader, et si les premiers succès arrivent relativement assez vite, 3 victoires en 1996, Ferrari passe un cap en 97. Notons que le département technique se renforce avec l'arrivée de Rory Byrne, Ross Brown et Nicolas Tombazis un peu plus tard. 3 éléments clés des succès de Benetton, et dès lors, Ferrari jouait le titre face à Williams. Dans une saison bizarre où les deux protagonistes ne se croisent jamais en piste, la pression est grande. La possibilité de ramener la couronne à Maranello n'est pas anodine, et toutes ces tensions sont visibles lors de l'ultime manche à Jerez. Alors en tête du championnat, Schumacher doit se défendre face à son rival Villeneuve, et cela conduit à une nouvelle manœuvre antisportive. Sauf que cette fois-ci, c'est lui qui reste sur le carreau. Schumacher et Ferrari perdent le titre. Dès lors, gagner devient une obligation. La pression est forte et les places de Jean Todt et de son numéro 1, vivement critiquées après une telle manœuvre, sont remises en question. 1998 est une nouvelle opportunité, alors que la F1 change de visage. Ferrari négocie mieux que Williams la transition réglementaire, mais pas aussi bien que McLaren qui devient la référence. La MP4 13 est un bijou et Mika Häkkinen prend l'avantage chez les gris. Häkkinen, un vieux rival de Schumacher. Croisant le fer dans les formules de promotion, assez littéralement d'ailleurs, il se retrouve à se battre pour la couronne mondiale. Grâce à de belles évolutions, Schumacher et Ferrari parviennent à contrer McLaren et luttent donc pour le championnat malgré un léger désavantage. Au cœur de la saison, les rouges prennent le pouvoir, remportant 3 courses d'affilée dont le Grand Prix de Grande-Bretagne et ce, de manière assez improbable. Pénalisé d'un stop and go, Schumacher l'effectue dans le dernier tour et franchit donc la ligne d'arrivée depuis les stands. La Hongrie est plus flatteuse et il s'agit d'une des plus grandes leçons du tandem Ferrari-Schumacher. Une nouvelle fois, Ferrari et Schumacher peuvent prendre le titre, mais ce jour-là, les dieux de la course ont choisi leur camp. Michael cale au départ et est contraint de réaliser un exploit tandis qu'Häkkinen contrôle la course. Puis, au 31e tour, ces derniers maigres espoirs de sacre s'envolent quand sa roue arrière droite crève. C'est fini et Mika Häkkinen prend le titre pilote. McLaren, le titre constructeur. It's a shame, but it's the case. Next year is another year, the world is still running around and we still continue to live. La pression monte autour de Ferrari et de Schumacher qui se retrouvent dans l'obligation de gagner en 1999. En 1998, techniquement, Ferrari a pris la bonne direction et il y a quelques changements non négligeables pour 1999. Des changements que les rouges ont bien négociés, notamment avec l'arrivée d'une 4ème rainure sur les pneus avant, ce qui perturbe la stabilité de l'auto. Toujours côté pneumatique, Goodyear s'en va et Bridgestone a donc le monopole. Ferrari doit donc apprendre de nouvelles gommes et c'est potentiellement un avantage McLaren, déjà avec le manufacturier japonais en 98. Mais la F399 est une bonne voiture. Sur la base de la F300 de 98, elle ne fait que confirmer les progrès des rouges sur le plan technique. Même si McLaren conserve un léger avantage en début de saison. 20 ans après Jody Scheckter, il est temps de s'imposer. Mais le premier Grand Prix de la saison en Australie est assez particulier. Schumacher cale au moment du départ du tour de formation et connaît un Grand Prix très difficile quand les deux McLaren abandonnent sur problème mécanique. C'est donc Irvine qui émerge du chaos et remporte sa première victoire en Grand Prix. Frentzen et Ralf Schumacher l'accompagnent sur le podium et débutent parfaitement leur nouvelle aventure respectivement chez Jordan et Williams. You know, it's fantastic to do it with Ferrari, and after such a long time, you know, and all the people have helped me, and from Formula Ford all the way up, it's a big thank you to everyone who helped me. They all know who they are, so there's so many. I'd be here for a few hours. I needed a lot of help to get here, believe me. Au Brésil, les choses rentrent dans l'ordre, si ce n'est pour un surprenant Rubens Barrichello entrant à domicile et prenant la tête du Grand Prix. Mais sinon, c'est bien Häkkinen et Schumacher qui reprennent les devants et le Finlandais s'impose devant l'Allemand. Coulthard a abandonné et Irvine n'est que 5ème. Puis, direction l'Europe, et à Imola, Ferrari débarque avec une F399 évoluée, mais McLaren est toujours devant. Oui, sauf qu'au début de course, Mika Häkkinen commet une grossière erreur sur le vibreur en sortie du dernier virage. Déséquilibré, la McLaren s'écrase dans le mur. Une étourderie qui coûte cher, mais une aubaine pour Schumacher et Ferrari dans l'optique du championnat. À domicile, les rouges se défendent de Coulthard à la stratégie et Michael remporte sa première victoire de la saison. Quant à Irvine, c'est malheureusement l'abandon.
we did it. I mean, Ross is obviously fantastic in that, but I'd say this weekend, if at all, it was a team victory. I mean, we worked very hard all the last couple of weeks to come back here at Imola Grand Prix. We knew we were lacking performance the first two races, but we knew as well the championship can't go that way if we want to win it, and so we had to turn it around, and this weekend, I guess, to some extent, we turned it around. À Monaco, si Häkkinen prend la pole, Schumacher passe en tête à scène des votes. Ils ne le reverront plus tandis que McLaren prend l'eau. Nouvel abandon pour Coulthard et nouvelle erreur pour Häkkinen qui tire tout droit à Mirabeau. Irvine assure donc le doublé au terme d'une prestation vraiment convaincante entre les rails. Au championnat, après 4 courses, les rouges sont confortablement en tête. Schumacher compte 26 points, 8 de plus qu'Irvine et 12 de plus qu'Häkkinen. Côté constructeur, Ferrari est largement devant avec 44 unités contre 20 seulement pour les grilles. Beaucoup de motifs d'espoir et effectivement, les rouges semblent plus à même de s'imposer qu'en 1998. Mais Jean Todt reste prudent. Et il fait bien, car à Barcelone, comme prévu, les McLaren sont devant et réalisent le doublé. Schumacher est 3ème, Irvine 4ème. Puis, au Canada, Michael commet à son tour une erreur. Parti en pole et plus à l'aise qu'Häkkinen, il s'écrase dans le mur de la dernière chicane. Dans cette course, Bienvenue au Québec a accueilli Zonta, Damon Hill et Jacques Villeneuve en plus de l'Allemand. 3 champions du monde au tapis au même endroit, c'est donc le mur des champions. Le fait est que c'est une occasion gâchée et Schumacher s'en veut énormément. Have a bit of respect for humans. Okay. Irvine est heurté par Coulthard et Häkkinen a donc le champ libre et s'impose sur l'île Notre-Dame. Il avait 12 points de retard après Monaco, il en compte désormais 4 d'avance sur Schumacher. Et en France, les rouges prennent l'eau. Assez littéralement, et Ferrari manque le coche. Dans cette course, c'est Rubens Barrichello qui s'illustre en challengeant Mika Häkkinen pour la victoire, mais au final, c'est Frentzen qui tire les marrons du feu et surprend tout le monde en s'imposant. Häkkinen est 2ème, Schumacher 5ème, battu par son frère. Au championnat, le bilan fait mal, la tendance est inversée. McLaren et Häkkinen ont repris les devants et le Finlandais a inscrit 40 points contre 32 pour Schumacher. Irvine est 3ème avec 26, 3 points devant Frentzen. Côté constructeur, Ferrari est toujours devant et peuvent remercier David Coulthard, connaissant une saison bien difficile. McLaren est à 6 longueurs des rouges. Bien sûr, le titre est encore jouable et Ferrari y croit encore. Mais il faut reprendre l'avantage et c'est ainsi que la F1 débarque à Silverstone pour le 8ème Grand Prix de la saison. En arrivant à Silverstone, les pilotes britanniques font beaucoup parler. Damon Hill est au cœur d'une intrigue concernant une potentielle retraite anticipée. David Coulthard est sous le feu des critiques pour son mauvais début de saison et se dispute les faveurs du public avec Eddie Irvine. On découvre ce week-end-là que le Nord-Irlandais est papa depuis 3 ans et il affirme non seulement vouloir jouer le titre mondial face à Mika Häkkinen, mais surtout face à Schumacher. Mais dès les premiers tours de roue, McLaren semble avoir l'avantage et en qualification, Häkkinen le prouve en prenant la pole position, mais Schumacher sort du bois et arrache la première ligne. Les écarts sont malgré tout assez élevés, 4 dixièmes entre Häkkinen et Schumacher, 3 entre Schumacher et Coulthard. Irvine est 4ème devant Frentzen et Hill en forme à la maison. Chez Ferrari, on est conscient qu'il sera difficile de triompher à Silverstone. Les pilotes se plaignent du comportement de leur voiture et Häkkinen fait office de favori le dimanche. Michael devra faire comme à Monaco, c'est-à-dire prendre la tête au départ. Bon, il sait qu'à Silverstone c'est bien plus facile de doubler qu'à Monaco, mais ça reste la meilleure option pour tenter de contrer les flèches d'argent. En ce dimanche 11 juillet, le soleil brille au temple de la F1. Les feux s'allument et à l'extinction, David Coulthard bondit de sa 3ème place pour dépasser Schumacher, imité par Irvine, quand derrière, Villeneuve et Zanardi ont calé. Les 2 voitures grises mènent devant les 2 rouges, mais dans Maggots, Beckett, Chapelle, Schumacher attaque. Vexé, il se porte à la hauteur d'Irvine en sortie et dans Hangar Straight, alors que les drapeaux rouges sont déployés, les Ferrari sont à 2 de front pour attaquer Stowe quand soudain... Perdre les freins, c'est la pire chose pour un pilote et Michael arrivait à pleine vitesse. Encastré dans les pneus, Michael s'est fait très peur, pensant que c'était fini pour lui. L'Allemand décroche son volant, dégrafe son harnais et tente de s'extraire. En vain. Une roue s'est encastrée dans la coque et surtout,
Michael est sévèrement touché aux jambes et la douleur est vive. Si le drapeau rouge était sorti à cause des voitures calées sur la grille, raison de plus avec la sortie de la Ferrari et si les 17 autres pilotes rentrent au stand, les équipes médicales, dirigées par le professeur Sid Watkins, entrent en scène pour porter secours au double champion du monde. Depuis les tragiques accidents de 1994, la sécurité a drastiquement évolué en Formule 1 et en 1999, il y avait une nouvelle mesure en vigueur. Dès lors, il est possible d'extraire un pilote avec le siège, ce qui facilite les procédures et limite le risque d'aggraver la blessure. La scène est pour le coup assez marquante et on ignore l'état de santé du pilote allemand. Des bâches blanches sont déployées par les commissaires autour de la scène et l'inquiétude monte, surtout que la radio a été cassée durant l'impact. Après quelques minutes d'angoisse, Schumacher est sorti puis évacué vers une ambulance. L'Allemand rassure avec un geste de la main et demande à son physiothérapeute de contacter Corinna, sa femme, pour la rassurer. Après un crochet au centre médical, Schumacher est transféré à l'hôpital de Northampton, accompagné par Jean Todt, qui délègue donc la gestion de la Scuderia à Ross Brown et à Stefano Domenicali. Pendant ce temps, le reste de la Ferrari est sorti du mur et l'état de la coque n'augure rien de bon. L'avant est déchiqueté et le pédalier est resté sur place. Les premières nouvelles arrivent par l'intermédiaire de Sid Watkins. Schumacher serait touché à la jambe droite. D'apprendre que les jours de l'Allemand ne seraient pas en danger rassure le paddock et les pilotes qui s'apprêtent à reprendre le volant. Ralph est évidemment touché en voyant son frère dans cet état, mais en bon professionnel, il remonte dans sa Williams. Charlie Whiting et Herbie Blash inspectent le lieu du crash et s'assurent que le circuit retrouve toute son intégrité avant que le sport ne reprenne ses droits. Après 45 minutes, un nouveau tour de formation est lancé et dans ce deuxième départ, Coulthard s'en sort moins bien, dépassé par Eddie Irvine qui voit peut-être une occasion de briller sans Schumacher. Mais au jeu des arrêts, Coulthard reprend l'avantage sur la Ferrari, tandis qu'Hakkinen, qui semble avoir course gagnée, connaît plusieurs ennuis. Problème d'écrou et roue baladeuse. C'est l'abandon et David Coulthard revient donc dans la lumière. Plus d'un an après son dernier succès à Imola en 98, après un début de saison bien difficile, l'Écossais s'impose dans son Grand Prix national et Irvine offre un doublé au public. Troisième, on retrouve Ralf Schumacher. Mais après la course, la grise mine est chez Ferrari. Le verdict tombe, double fracture du tibia péroné droit pour Schumacher. Ses espoirs de titre sont donc balayés et sa saison semble terminée. Rendez-vous en 2000. Opéré le jour même, un nouveau combat débute pour Schumacher, celui de la guérison. En très grande forme physiquement, sa convalescence doit être plus rapide qu'une personne lambda, et Jean Todt veille à ce que le professeur Saillant l'accompagne dans ce processus. Bien sûr, après un tel accident, une enquête est menée afin de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en lumière les éléments perfectibles. Concernant la défaillance mécanique, c'est une chute de pression dans les freins arrière qui a provoqué la sortie. Oui, car si les roues avant bloquaient, c'est qu'il y avait encore des freins, mais en fait, il n'y en avait que 2 sur 4. Puis on pointe du doigt les bacs à gravier qui n'ont pas suffisamment ralenti la Ferrari, qui au final, n'a fait que surfer dessus. Un point d'amélioration tout comme le mur de pneus. La voiture s'est encastrée dedans, ce qui a aggravé les dégâts, et donc certainement provoqué la blessure. C'est pourquoi les murs de pneus sont souvent recouverts d'un plastique empêchant ce genre de situation. Et puis, dernier point, les caméras. Elles ont tout filmé, on voyait l'Allemand en souffrance qui n'arrivait pas à sortir de sa voiture. Ça aussi, ça changera. Et c'est pourquoi les caméras détournent maintenant le regard et qu'aucune image n'est montrée tant qu'on n'est pas sûr que le pilote va bien. Alors que la convalescence de Michael Schumacher débute, chez Ferrari, on change de stratégie et désormais, Eddie Irvine devient le leader de Maranello et va tenter de ramener la couronne mondiale. Rigolez pas. Eddie Irvine, leader de Ferrari. Effectivement, ça peut faire sourire car la réputation du Nord-Irlandais n'est pas la meilleure. Débarqué en fin de saison 1993, ce pilote s'est vite fait remarquer. Réalisant un premier Grand Prix à Suzuka délirant dans des conditions changeantes, se bagarrant avec la Williams de Damon Hill et se dédoublant insolemment du leader Senna. Ce qui fera péter les plombs du Brésilien qui en viendra aux mains après la course, agacé par la nonchalance du pilote Jordan. L'attitude d'Irvine a toujours fait débat. Pas fâché avec l'alcool et les femmes, il sera souvent comparé à James Hunt et cela va quelque peu nuire à sa réputation. S'il est vrai, c'est une personne assez décontractée et décomplexée, voire désinvolte, Eddie reste un pilote sérieux, capable d'aller vite et plutôt bon metteur au point. Après 2 saisons complètes chez Jordan, où il prend d'ailleurs son premier podium au Canada en 95, il a rejoint Ferrari mais a vite subi la comparaison avec Michael Schumacher. En soi, l'histoire est assez semblable à d'autres bons pilotes étant confrontés directement aux meilleurs de leur génération. Bottas contre Hamilton, où les équipiers de Verstappen sont de bonnes comparaisons. Entre 96 et 98, les chiffres font mal.
14 victoires à 0, 7 pôles à 0, 27 podiums à 14, une moyenne de qualification de 3,11 pour Schumacher contre 7,31 pour Irvine, et de courses de 2,73 contre 5,22. Clairement, la comparaison n'est pas flatteuse. S'ajoute à ça sa réputation de branleur, et vous vous dites que gagner le titre avec Irvine, ce sera bien difficile. Cela dit, 1999 est probablement la meilleure saison du Nord-Irlandais. Première victoire, certes chanceuse à Melbourne, puis de belles performances comme à Monaco. Ross Brown plaide dans la faveur du Britannique en mettant en avant son sérieux. Les excès, il les fait après des Grands Prix. Puis, on note aussi une forme de rébellion. À Monaco, après une belle course, il s'est montré vexé de son traitement et a craché sans détour, sans sel face à la presse. Désormais, Eddie ne veut plus être le numéro 2, et sa victoire en Australie lui confère une certaine légitimité. C'est pas faux. Dès lors, il s'est placé sur le marché des transferts et en amont du Grand Prix de France, il a signé un contrat de 2 ans avec Ford, tandis que son ancien équipier de chez Jordan, Rubens Barrichello, va prendre sa place à Maranello. Agacé par la comparaison et son traitement, motivé par son nouveau statut de vainqueur de Grand Prix, Irvine s'est senti pousser des ailes. Il a maintenant toute une équipe derrière lui pour tenter d'aller chercher le Graal. Enfin, toute une équipe derrière, c'est plus par défaut qu'autre chose. Le ton provocateur d'Irvine depuis le début de la saison n'a pas été trop apprécié en interne. Ça s'annonce difficile. C'est donc une nouvelle saison qui débute pour 8 Grands Prix. Alors que Schumacher et Willy Weber, son manager, calment les fantasmes d'un retour en quelques semaines, Ferrari annonce son remplaçant. La logique voudrait que Luca Badoer soit choisi. Pilote d'essai de la Scuderia, il connaît bien la voiture et il connaît bien l'équipe. Puis il a repris la compétition en 99 avec Minardi. Mais on ne lui fait pas confiance. Jamais l'Italien n'a vraiment impressionné, et Badoer ne sera donc pas appelé. Alesi, pilote Sauber à moteur Ferrari, est proche de Jean Todt à espérer, mais ce sera sans lui. Jos Verstappen était une option, mais son caractère était un frein, et c'est donc Mika Salo qui est choisi. In fact, in our opinion, we had two options. To take Luca from Minardi and use him as a spare driver, and considering the pressure, the tension which we know we will be living at the moment, we felt it was better to ask Mika Salo to drive the car. Pilote intéressant chez Tyrrell puis Arrows, lâché par Walkinshaw au lancement de la saison, envisagé par Jordan au cas où il raccrocherait plus tôt, il a remplacé au printemps Ricardo Zonta chez Barr, et le Finlandais fait office de choix solide. Todd est convaincu et signe un contrat de 3 courses avec Mika Salo, prolongeable jusqu'au retour de Schumacher. Précision importante, Salo sera officiellement le numéro 2, c'est explicite, il est là pour aider Irvine. Donc, en quelques jours, Salo passe d'un pilote en recherche de volant à pilote Ferrari. Il va rouler dans une voiture de haut de tableau et découvre à Fiorano la F399. 3 jours après, il se mariait. Une période faste pour le Finlandais. Ce qui fait aussi que les deux top teams auront les mêmes nationalités au volant, finlandaise et britannique. D'ailleurs, Mika et Mika habitaient dans la même rue d'Helsinki étant gamins. Bref, bonne chance. En arrivant en Autriche, Eddie Irvine compte 8 points de retard sur Mika Häkkinen quand Ferrari est toujours en tête au constructeur par 2 unités seulement. Galvanisé par son nouveau statut, Irvine se met encore plus à dos Ferrari en arrivant en Autriche, crachant ses ressentis envers une Scuderia le bridant face à Schumacher, clamant haut et fort qu'il aurait pu le battre à la régulière, affirmant qu'il peut prendre le titre et lâchant le nom de son successeur. Oui, car ça n'a pas encore été annoncé. Franc mais pas très malin Irvine. Mais en piste, McLaren recadre le rancunier nord-irlandais en monopolisant la première ligne. Häkkinen colle même 1 seconde à Eddie. Salo ne s'en sort pas trop mal avec la 7ème place, 5 dixièmes derrière son chef de file. Ça semble mal engagé pour les rouges, mais dès le 2e virage, Coulthard harponne son équipier et l'envoie en tête à queue. Incompréhension terrible et Häkkinen repart dernier. Barrichello a dépassé la Ferrari et alors que Häkkinen est lancé dans une folle remontée, Irvine peine à suivre le rythme, mais c'est normal. Il a le plein d'essence. Si Barrichello abandonne, la stratégie Ross Brown permet à Eddie de se défaire de Coulthard en enchaînant les tours rapides avec un réservoir vide. Ça paie et le Nord-Irlandais décroche la 2e victoire de sa carrière. And I was hoping it wasn't going to break down because at that stage I was going very slowly and I was behind Barrichello and the Italian press, if I had broken down then, would have murdered me. But I just had to save fuel and try and save the brakes, and that's what I was doing. And then I started pushing and pushing. Then when Barrichello went in, that's when I really put the hammer down, and that's what got us ahead of DC. Whatever happens in the first corner, second corner, that's not now important at the moment in this situation. But
generally overtaking again other cars, racing against other drivers was again very enjoyable. I think the organization in Austria did a good job in terms of blue flags, so it made the racing extremely interesting for me. Accompagné par Ross Brawn sur la boîte, Jean Todt peine à sourire, ne supportant plus son nouveau leader. Et pourtant, ce dernier revient à 2 points de Mika Häkkinen. Puis, il y a l'Allemagne qui ne sert pas la réputation d'Irvine. Provocation dans le paddock en s'affichant fièrement dans le motorhome Stewart, et surtout, un Grand Prix assez gênant. Déjà, en qualification, il est devancé par Mika Salo et pointe seulement au 5e rang. Le Finlandais continue d'impressionner et prend la 2e position au départ. Très vite, Coulthard endommage son aileron sur le Finlandais rouge et renonce à ses chances de victoire, sans oublier qu'il écopera plus tard d'une pénalité de stop and go pour dépassement hors des limites. Barrichello a renoncé et Irvine est donc 4e, butant sur Frentzen. Mais à la stratégie, il se défait de la Jordan. Puis Häkkinen a un problème de ravitailleur et perd beaucoup de temps. Les deux Ferrari se retrouvent en tête, mais le champion du monde en titre attaque fort pour remonter. Sauf qu'à l'entrée du stadium, son pneu arrière gauche explose et l'expédie dans le mur à haute vitesse. Heureusement, plus de peur que de mal. Pour la première fois de sa carrière, Mika Salo a mené un Grand Prix de Formule 1, et avec l'abandon de son compatriote, il aurait légitimement pu s'imposer, mais on lui a rappelé son rôle, et Mika a donc cédé sa place à Irvine. Dominé par l'intérimaire disputant seulement son 2e Grand Prix avec l'équipe, la victoire d'Irvine est donc gênante, mais comptablement parlant, il compte désormais 8 longueurs d'avance sur Häkkinen au championnat. Côté constructeur, Ferrari porte son avance à 16 points. It's been very busy, and when it all started I had a couple days of testing, and I'm really happy to go back to Fiorano next week and do some testing, finally after 2 races. I had a big mess last weekend, but this weekend's been quite good and I haven't made a mistake, and car felt really good all weekend. Ce jour-là, Mika Salo a laissé filer son unique chance de victoire, mais malgré tout, le Finlandais qui grimpe sur son premier podium ne regrette rien. Il sait pourquoi il est chez Ferrari, et cet inversement des positions n'était pas une surprise. Grande classe de Salo, y compris d'Irvine, reconnaissant envers son second. Séduit par le Finlandais, Jean Todt veillera à ce que son intérimaire soit bien titulaire en 2000 et le met en contact avec Sauber qui utilise des moteurs Ferrari. Et quelques semaines plus tard, Salo est officialisé. Quant à Schumacher, ça avance plutôt vite. L'Allemand est pressé de reprendre et fera même un test au Mugello fin août, 7 semaines après l'accident. Michael, it's been 3 weeks since the accident. When can Ferrari expect to see you back in the driving seat? That's a difficult question. Basically, every week we have a meeting with the doctors, and then we visit the healing of everything. But it's not only a bone problem; it's as well on my heel where I have a cut, and that is basically more affecting me because of the flexibility of my foot and the healing itself. And I don't really I'm not able to predict when things will be right. En Hongrie, McLaren doit réagir et si Häkkinen prend la pole, Irvine se montre pressant avec la 2e place, tandis que Salo se manque complètement. Seulement 18e à la régulière, perdu dans ses réglages. Bref, Irvine sera bien seul et laisse échapper Häkkinen. Il doit désormais résister à Coulthard, mais la pression est trop forte et le Nord-Irlandais sort de la route. Il devra se contenter de la 3e place. En Belgique, c'est plus difficile pour les rouges. Les McLaren dominent et Coulthard se montre impérial pour remporter son 2e Grand Prix de la saison. Chez Ferrari, Salo a de nouveau laissé passer Irvine et les deux pilotes prennent les 4e et 5e places. Mauvaise opération et Häkkinen reprend la tête du championnat par 1 point. Même chose pour McLaren avec, là, 9 points d'avance sur Ferrari. Direction l'Italie où les choses semblent encore une fois mal embarquées pour Eddie Irvine. C'est simple, il est nulle part et Salo le devance en qualification. En course, ce n'est guère meilleur pour le Nord-Irlandais complètement transparent. À 4 courses de la fin, c'est peut-être un tournant du championnat. Si Coulthard n'est pas en grande forme non plus, Häkkinen domine outrageusement, mais à la mi-course, le Finlandais commet une nouvelle étourderie. Il rétrograde d'un rapport de trop à la première chicane, fait un blocage de boîte, part dans le décor et cale. Là encore, une grossière erreur. C'était peut-être trop facile pour Häkkinen. Frentzen s'empare donc du commandement et remporte sa 3e et dernière victoire en carrière et se replace ainsi au championnat. Lui aussi joue le titre. Ralf Schumacher suit devant Salo qui prend son 2e et dernier podium.
Irvine est seulement 6ème et revient donc à égalité de points. Mais en amont du Grand Prix d'Italie, Schumacher a fait parler. 2 semaines avant la course, l'Allemand a repris pour la première fois le volant lors d'essais privés. Ferrari l'a mise à l'épreuve avec comme objectif de boucler la distance d'un Grand Prix, mais après seulement 25 boucles, Michael s'est arrêté. La douleur était trop vive. Problems in my leg are still too big to be able to do a proper job. It is basically impossible to run at the moment. Au Mugello, ça s'est mieux passé, mais là, c'était trop et l'Allemand reporte son retour. Le Grand Prix suivant au Nürburgring sera bien le dernier de salon en rouge, et cette course est bien particulière. L'un des Grands Prix les plus fous de l'histoire, qui voit Ferrari prendre l'eau, McLaren louper le coche, Frentzen renoncer à ses dernières chances de sacre, mais également des leaders se succéder et échouer, comme Fisichella et Ralf Schumacher, mais aussi un Luca Badoer 5ème en fin de course avant de devoir renoncer cruellement. Finalement, c'est Herbert qui l'emporte devant Trulli et Barrichello. Hakkinen est 5ème devant Marc Gené, prenant 1 point pour Minardi. Quant à Irvine, c'est la 7ème place. Le voici à 2 longueurs du Finlandais. Durant ces 6 Grands Prix, on a pu constater la perte de performance de Ferrari. Progressivement, la F399 a perdu de sa superbe. D'une part, McLaren a fait du bon travail, et d'autre part, force est de constater que l'absence de Schumacher a eu de sacrées répercussions. Eddie Irvine le dit lui-même, au contact de l'Allemand, il a beaucoup progressé techniquement, mais sans Schumacher, il peine à trouver des solutions. Mika Salo n'a pas non plus fait de miracle. Si Monza et Nürburgring sont 2 Grands Prix où Hakkinen a bu la tasse, la dynamique est clairement à l'avantage du Finlandais qui semble être le favori à sa propre succession. Clairement, il est temps que Schumacher revienne. Après l'échec relatif de son test à Monza, Michael Schumacher et son entourage faisaient une croix sans retour en fin de saison et annonçaient revenir en 2000 à 100%. Sauf qu'en octobre, le professeur Saillant annonçait que le pilote était prêt à revenir, mais ce dernier était moins affirmatif. Cela dit, il va au Mugello pour les tests, officiellement pour aiguiller Irvine dans les réglages, mais en réalité, Schumacher est prêt à reprendre, mais s'il prétend le contraire, c'est parce qu'il ne veut pas voir et encore moins aider Irvine à prendre le titre. Un pilote a de l'orgueil et ce dernier est essentiel pour performer et répliquer après des coups durs, et ce trait de caractère est exacerbé chez les grands champions comme Michael Schumacher. Ne mentons pas, un pilote n'est pas heureux quand son équipier devient champion. Ramener le titre à Maranello, c'est à Schumacher de le faire, pas à Irvine. De plus, quelque part, ce ne serait pas juste de voir le numéro 2 des Rouges l'emporter, et il faut dire que sa campagne n'est pas digne d'un champion du monde. Et sa rébellion n'encourage guère Schumacher à revenir. Mais le fait est que seul Irvine peut ramener le titre à Maranello, et ça, Jean Todt et Luca Di Montezemolo ne veulent pas laisser passer cette occasion. Alors, ils mettent la pression à leur véritable numéro 1, et ce dernier se trahit lui-même. Quand il reprend le volant, il réalise d'excellents chronos et boucle la distance d'un Grand Prix avec facilité. Difficile de lever le pied. Et le 8 octobre, une semaine avant la Malaisie, le retour de Michael Schumacher est annoncé. It was very clear after what happened to me in Silverstone, if I come back, that is my job. And it is not more than fair because 3.5 years Eddie played that role for me, and sometimes he didn't like it, for sure. And now I do the same for him. I can't say that I particularly like it, but it's what you put as a target, what you know you have to do, and therefore you don't struggle to do it. C'est donc à Sepang, pour le premier Grand Prix de Malaisie de l'histoire de la Formule 1, que Michael Schumacher fait son retour et accepte d'épauler Irvine. Cette piste convient plutôt bien en rouge, et la présence du double champion du monde allemand se fait sentir. La F399 retrouve de sa superbe, et en qualif, Michael atomise la concurrence. Il prend la pole position avec 1 seconde d'avance sur son équipier. Le Kaiser est de retour. Le lendemain, au départ, l'Allemand attaque et se détache avant de ralentir au 4e tour et de laisser passer son numéro 2. Ralentissant au maximum les McLaren et surtout Mika Hakkinen qui déjoue. En fin de course, l'Allemand veille à bien finir dans l'aileron d'Irvine. En ce week-end malaisien, il n'a laissé aucun doute sur qui est le véritable leader de Ferrari. Irvine, bien que vainqueur, s'avoue vaincu. It's fantastic. This guy's depressing. Not only is he the best number 1, he's also the best number 2. Ferrari et Eddie reprennent donc les commandes des championnats. Le Nord-Irlandais compte 4 points d'avance sur le Finlandais, soit autant que Ferrari sur McLaren. Mais 3 heures après le drapeau à damier, surprise, les 2 Ferrari sont disqualifiés, et donc Mika Hakkinen et McLaren deviennent champions du monde. En fait,
Les nouveaux déflecteurs de Ferrari en amont des entrées d'air des pontons ne sont pas conformes, ils sont trop grands, et Ross Brawn l'avoue. Mais Jean Todt fait appel en disant qu'à chaque fois, les commissaires techniques ont validé la voiture durant le week-end. En attendant le dénouement, Häkkinen et McLaren sont champions du monde, mais c'est vrai, pas d'une façon très souhaitable. Finalement, la défense de Ferrari est excellente. Byrne démontre que les millimètres de trop n'apportent aucun gain de performance, et Brown fait invalider les vérifications d'après-course, en prouvant que les commissaires techniques n'avaient pas les bons instruments. Bilan, la sanction est annulée et les deux Ferrari réintègrent le résultat de l'épreuve. Et donc, ça fait grincer quelques dents, mais on va dire que pour le sport, c'est mieux comme ça. Le dénouement aura donc lieu à Suzuka. Déjà expérimenté par son sacre de 98, Mika Häkkinen semble avoir un avantage psychologique malgré son retard de 4 points. Mais beaucoup pointent du doigt sa fébrilité vue à Imola, mais surtout à Monza. Quant à Irvine, comptablement, il est dans la meilleure position pour sa dernière avec Ferrari, et le Nord-Irlandais reste fidèle à lui-même. Désinvolte mais ambitieux face à ce défi. Puis surtout, Eddie a Schumacher de son côté, et ça, McLaren s'en méfie. Mais dès les premiers tours de roue, l'écurie de Ron Dennis peut avoir le sourire. Comme attendu, les voitures grises sont plus rapides que les rouges, mais Schumacher répond très bien et renverse la situation le samedi en arrachant la pole devant Häkkinen. Quant à Irvine, il commet l'erreur à ne pas faire et fracasse sa Ferrari. Il ne partira que 5ème. Mais le lendemain, Häkkinen reprend son destin en main et subtilise la tête à son grand rival au départ. Jamais, malgré une excellente stratégie, Schumacher n'est en mesure de reprendre les commandes. Häkkinen tient bon devant les deux Ferrari. La victoire lui suffit pour être champion, quel que soit le résultat d'Irvine. Quelque part, la logique est respectée et Mika Häkkinen prend son 2e et dernier titre mondial quand Ferrari enlève le titre constructeur. Le premier depuis 1983. Schumacher peut sourire, Ferrari est titré, mais pas son équipier. Mais Irvine se montre grand dans la défaite, faisant bonne figure et félicitant comme il se doit Häkkinen. C'était sa seule chance de sacre et alors qu'il quitte Ferrari pour Jaguar, écurie où il sera le numéro 1, il remercie les rouges. So very difficult year and deciding a championship in the last Grand Prix, it's nerve-wracking and I really don't recommend it to anybody that experience and I now experienced that with the Michael last year and now with Eddie this year. I hope it's enough already. Mika definitely is a great champion. Today he made the championship by winning the race, so there's no reason why he shouldn't celebrate that 100%. Well, we won the Constructors' Championship, you know, which is important. We didn't win the one I would like or Ferrari would like for sure, but we did get a consolation prize. La blessure de Schumacher était pour lui une chance inouïe. Il a obtenu un statut qu'il n'aurait jamais eu à la régulière, qui plus est au moment où il commençait à ouvertement s'en plaindre. Le passage d'Irvine en rouge n'est pas mauvais, au contraire. Le Nord-Irlandais était loyal pendant des années et a tout de même apporté beaucoup de points précieux à son employeur. Cela dit, sa campagne de 1999 manque de solidité et ne fait que donner du crédit à l'importance de Michael Schumacher dans les performances de Ferrari. Irvine a manqué de régularité et de performance face à un Mika Häkkinen fébrile, ne réussissant pas à capitaliser sur les erreurs du Finlandais. Peut-être que ce dernier s'est trop relâché en l'absence de Schumacher. Cet accident était un tournant pour beaucoup, et bien sûr pour Michael. Lui qui a connu les disparitions de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna, mais aussi les crashs effroyables de Barrichello, Vanlinger ou Häkkinen. Cette frayeur lui a fait prendre conscience de l'importance de son entourage, et ces mois éloignés des circuits, faits de solitude et de frustration, n'ont fait que booster sa motivation en vue de la saison 2000. Silverstone 1999 est donc une étape clé dans la carrière de l'Allemand. Le jour où il entamait son retour vers les sommets et vers une ère de domination historique dans les années 2000. Si vous souhaitez poursuivre, j'ai fait il y a quelques mois une vidéo retraçant la saison 2000. Vous la trouverez facilement. On arrive au bout de ce moment d'histoire, j'espère qu'il vous a plu. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne, merci beaucoup. Je vous invite également à aller voir en description quelques liens, il y a pas mal de liens aujourd'hui encore une fois avec Oli qui me soutient depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et ça fait toujours plaisir. Je réitère mes merci pour l'accueil que vous réservez toujours à cette intégration. Je sais que c'est pas la chose que vous préférez, forcément vous n'êtes pas là pour voir des pubs, mais voilà, je pense que maintenant avec YouTube vous avez quand même assez de recul pour comprendre que ça aide les créateurs. Mais également en description vous trouvez quelques liens, des liens de Mezzarino à Contretemps, vous le connaissez à force, je vous le connaissez, mais j'espère que vous avez quand même feuilleté le livre, hein, si vous l'avez acheté. Si vous l'avez pas encore acheté, allez-y, tous les liens en description sur plusieurs plateformes là également. Donc accompagné, je vous mets quelques critiques sur Amazon
Amazon. Si jamais, n'hésitez pas à aller en mettre des critiques sur Amazon avec les 5 étoiles ou les 4 étoiles si vous jugez que ça vaut que 4 étoiles. Mais voilà. Bref, vous avez de quoi faire, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.